Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 4-0 face à Crotone à domicile au San Siro, doublé de Ibrahimovic à la 30e et à la 64e minute sur des services de Rafael Leao et Théo Hernandez, et doublé ensuite en 1 minute de Rebic à la 69e puis à la 70e minute sur deux services de Hakan Çalhanoğlu. Pour en parler à mes côtés, j'ai Adri. Salut Adri. Salut les gars, salut à tous. Et Diego. Salut Diego. Salut. Donc, après cette belle victoire, l'AC Milan reste encore une fois en tête de la Serie A avec 49 points en 21 journées devant l'Inter qui a 47 points. La Roma a été tenue en échec, le Napoli aussi, ainsi que l'Atalanta qui a perdu… Non, l'Atalanta a fait 3-3 face au Torino. Naples, en revanche, a perdu et la Roma a perdu 2-0 face à la Juve. On a notamment 9 points d'avance sur la Roma, 12 sur le Napoli et la Lazio qui a un match de retard. Il y aura un Napoli-Juve dans les prochains jours de cette rencontre qui avait été d'abord gagnée sur tapis vert par la Juve et ensuite remis en question, et du coup le match sera redisputé. L'AC Milan est leader, l'AC Milan en plante 4 et fait encore une clean sheet. Belle prestation de nos joueurs, Adri. Belle prestation, mais j'ai surtout envie de dire, surtout belle deuxième mi-temps des Milanais, parce qu'en première mi-temps, on a eu quand même une surprenante équipe de Crotone qui a joué avec leurs armes, qui ont même fait, j'ai envie de dire, jeu égal avec Milan une bonne partie de la première mi-temps. C'est eux qui ont eu un peu plus de tirs au but et beaucoup plus de possession, notamment aussi en première mi-temps. Mais on avait quand même à côté de ça des Milanais qui se trouvaient plutôt bien, malgré un manque de largeur. J'ai trouvé à plusieurs moments. Rebic, Salmakers, j'ai trouvé dans certains cas se retrouver un peu trop dans l'axe, ce qui fait que du coup on avait un manque de largeur, comme je disais, à certains moments. Et on avait une première mi-temps pas très flamboyante des Rossoneri, il faut le dire. C'était assez compliqué. On a l'impression que physiquement ils étaient un peu cramés. Et en deuxième mi-temps, c'est quasiment parfait puisque on a enlevé le frein à main. On plante 3 buts en seconde mi-temps, donc 2, tu l'as dit tout à l'heure Guillaume, en 1 minute. On a eu Sur l'engagement. très très peu de déchets techniques en deuxième mi-temps. Les joueurs se sont bien trouvés. J'ai trouvé beaucoup de combinaisons toujours entre 2-3 joueurs. On l'a vu aussi en première mi-temps avec le 1-2 entre Zlatan et Leao sur le but. Donc non, j'ai envie de dire, moi, quasi une deuxième mi-temps quasiment parfaite par rapport à ce que nous a montré Milan en première période. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une victoire au final totalement méritée, même si Crotone a fait une bonne partie, on peut le dire. Donc Crotone qui est lanterne rouge du championnat. On attendait en milieu de semaine un Milan avec toutes les blessures qui revenaient. On attendait peut-être l'équipe type. Et puis finalement, Kier, qui était annoncé comme indisponible, a été remplacé par Tomori. Bennacer était peut-être un peu juste, a été remplacé par Meite. Idem pour Hakan Çalhanoğlu qui est rentré durant la rencontre, mais c'est bien Rafael Leao qui commence. Donc un Milan toujours diminué, mais qui a gagné par le plus large score cet après-midi. Diego, quel est ton ressenti sur le match? Je rejoins Adri sur son analyse. C'était une première mi-temps loin d'être flamboyante. Milan a fait son match pendant cette première mi-temps. On a eu un Crotone on a senti une envie quand même côté Crotone de jouer. Donc c'était assez intéressant. Il y a un joueur notamment chez Crotone que j'ai beaucoup aimé, c'était le défenseur Gigi. Très 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 bon, très très bon cet après-midi. Donc, mais ouais, la première mi-temps n'était pas incroyable. Milan a fait son boulot, il a joué avec le ballon. L'ouverture du score est venue avec Ibrahimovic et Leao sur une très belle combinaison. Il y a quand même eu quelques occasions. On a vu même disons, sans ce milieu de terrain qu'on attend encore de Bennacer, Kessié, Çalhanoğlu, on a quand même vu, par exemple, sur le but annulé de Calabria, on a vu du très beau jeu, des passes en cours, trouver des espaces entre les lignes. Voilà, c'était du très beau jeu. Et après, la deuxième mi-temps, c'était complètement différent. On a eu un Milan qui s'est complètement réveillé, notamment l'entrée d'Hakan Çalhanoğlu a fait énormément de bien. Et on a retrouvé, disons, notre petit moteur du milieu de terrain qui a donné de la vie offensive. Il était tout de suite au cœur du jeu. Et voilà, ça s'est ouvert avec encore une fois une très belle action de Théo sur le côté
hein. On a retrouvé un bon Théo, contrairement à la semaine dernière. Faire un Et caviar donc, à Ibra. ouais, qui a servi Ibra. D'ailleurs, un petit mot sur ce but qui c'était assez sympathique. C'était une belle action. On a retrouvé deux des joueurs qui étaient en méforme la semaine dernière. On les retrouve sur ce but. Euh, bon, Ibra, c'est un tapin, mais ça reste un but, hein. Il fallait le mettre. Après, Rebic, il a pu, Akan notamment, qui revient et qui met un bon corner. Et donc, Rebic qui peut planter sur le corner. Et après, le but tout de suite après. Crotone, on voit qu'ils se sont complètement effondrés après, pendant cette seconde période. Donc, Milan a su profiter de cette perte de confiance et de mental et a pu emporter le match facilement. Je voulais juste rajouter aussi qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est vrai que du coup, Zlatan rentre encore un peu plus dans la légende, puisque voilà, il met son 500e but et son 501e but aussi de la saison. Donc voilà, il rentre un peu plus dans la légende, n'en déplaise Grande à certains qui ne le Zlatan. considèrent pas comme tel, mais voilà. C'est une légende. C'est une légende vivante à 39 ans. Il marque un peu plus sa légende et puis il continuera dans les prochaines années parce qu'il est loin de la retraite. Et là, c'est un 6e doublé cette saison pour Zlatan Ibrahimovic. Pour revenir aussi sur Hakan Çalhanoğlu, du coup, qui était blessé depuis un petit moment. Il avait eu le Covid, puis ensuite avait enchaîné avec une blessure. Il rentre à la 62e minute, il remplace Rafael Leao. Et ensuite, il enchaîne 2 passes décisives 7 et 8 minutes plus tard. Retour de notre maestro, celui que je crois que c'était avec Yann, on avait élu comme le meilleur joueur de la première partie de saison. Il revient avec 2 passes décisives et il a vraiment changé la physionomie du match, le Turc, Adri. Oh bah oui, clairement. De toute façon, même depuis quelques matchs, on voit qu'on manque au final d'Hakan Çalhanoğlu au milieu de terrain. C'est vrai qu'on avait du mal parfois à trouver une certaine verticalité, j'ai envie de dire, à certains moments, à trouver parfaitement les attaquants dans les petits espaces ou choses comme ça. Et c'est vrai que là, j'ai envie de dire, même quand il est rentré à quoi? 60e minute, c'est ça? 62e, ouais. Ouais. Donc tu vois, même avant là, on ne faisait pas non plus un match énorme, il n'y a pas beaucoup d'occasions non plus. Et c'est vrai que dès qu'il est rentré, tu l'as dit, 2 passes décisives, il a complètement débloqué le match. Donc non, il a fait une grosse prestation. Alors on n'est pas non plus à Cannes dépendant, mais on a besoin de la Cannes Çalhanoğlu dans l'équipe. Quand on l'a et qu'il est en forme, Milan est en forme, et on l'a bien vu quand il était absent. Quand il n'est pas là ou quand il est en méforme, derrière, ça suit aussi pour Milan, c'est la même chose, quoi. Pour faire un peu le comparatif avec la saison dernière, même si les deux saisons n'ont rien à voir et que le Milan est beaucoup plus en forme cette saison, ces matchs face à Crotone, c'est ce genre de rencontre. Quand on a des joueurs comme Akan qui rentrent, des Kessié, des Benacer, c'est des joueurs où, avec eux sur le terrain, on a plus peur en fait de se dire ouais, peut-être que le match de 15 heures, on va faire un piètre match nul face à Crotone. C'était un peu les physionomies de match où nos adversaires directs ou ceux qui avaient déjà 10 points d'avance faisaient match nul ou étaient tenus en échec. Et nous, on se disait, ouais, allez, on va jouer un promu, on va peut-être pouvoir recoller. Au final, Milan s'en sortait avec une défaite ou un match nul. Là, avec des joueurs comme ça, avec un effectif comme ça, quand on aborde le match de 15 heures, eh ben, on se dit, on va aller prendre les 3 points et on ne voit pas les choses autrement. Il y a une vraie différence par rapport à ça, Diego. Oui, effectivement, c'est vraiment c'est le genre de match piège que parfois peut tromper nos concurrents ou même nous-mêmes dans les saisons passées, hein. On s'en souvient de ces matchs difficiles contre des promus. Benevento était surtout notre bête noire il y a quelques saisons. Euh, mais voilà, maintenant voilà, on a su profiter de nos chances, même avec l'effectif remanié, comme tu l'as dit. On n'avait pas Benacer qui atteint d'une bronchite cette fois. On dirait qu'on va jamais le retrouver sur les terrains. Euh, oui, donc Brahim Diaz aussi indisponible. Donc il a fallu faire jouer Leao en 10. La prestation n'était pas aussi bonne que la semaine dernière contre Bologne, mais c'était un match plus que correct de la part du Portugais. Notamment aussi en défense. On a revu Fikayo Tomori à la place de Simone Kjær qui devrait faire son retour pour le derby contre l'Inter. Oui. Donc encore très belle prestation de l'anglais, rien à dire. C'était un solide match également de Calabria et Romagnoli dans la phase défensive. Rien à dire non plus. C'était solide. Par exemple, la Juve, si je me trompe pas, contre Crotone, on fait un match nul dans la phase allée du tournoi. Donc nous, on peut gagner ces points-là que la Juve n'a pas gagné. Donc voilà, on se contente, on prend ces points et on continue à avancer.
C'est un parcours presque sans faute. Voilà. Mis à part les revers face à l'Atalanta et la Juve, c'est vraiment un parcours sérieux et Milan est leader de ce championnat et fait vraiment des prestations plus sérieuses les unes que les autres de journée en journée de championnat. Adri, Ouais, puis moi, je voulais juste finir là-dessus pour moi. C'est vrai que des matchs comme ça rassure. C'est vrai que vous l'avez dit tous les deux, à une période, voilà, les petits matchs comme ça, voilà, on les perdait. Maintenant, même si on a des absents, parce que voilà, on n'a toujours pas encore le 11 ouais. complet au final, on a toujours un ou deux blessés, voire trois. C'est vrai qu'on se dit, voilà, quand on va vraiment avoir l'équipe au complet, sans le Covid, sans les blessures, choses comme ça, mais on va vraiment avoir une équipe voilà, qui peut faire de grandes choses parce qu'elle fait déjà des grandes choses en étant un petit peu remaniée. Et c'est vrai que même contre des équipes voilà, bas de tableau, genre Crotone, Parme, Cagliari, des matchs qu'on perdait avant sans même faire tourner à l'époque des Ouais. Cherchi, des Petit, voyez, enfin, de cette époque-là. C'est vrai que même maintenant, on peut se permettre de faire tourner parce qu'on a cette profondeur de banc et sans la répéter plusieurs fois. On va avoir voilà, des Mandzukic en pointe, voilà, des Tomori, on l'a vu aujourd'hui. Enfin, quasiment en fait chaque poste est doublé et du coup c'est vrai que forcément des matchs comme ça rassure quand on n'a pas encore l'équipe titulaire, enfin le 11 total, c'est vrai que Mm. ça rassure quoi. Très bien. Et ben, on va passer maintenant aux performances individuelles. Je vais te demander de me donner tes tops, s'il te plaît, Diego. Donc, pour commencer avec mes tops, en troisième position, j'aurai Zlatan Ibrahimovic. Mm. Donc, match très sérieux de la part du Suédois. Il marque son 500e but en club de sa carrière. Donc, voilà, c'est encore un record pour l'inépuisable joueur qu'il est. Donc, sur le premier but, il fait une très, très belle combinaison avec Léao. Il se Remis aussi. démarque très bien. Il trouve l'espace et après, il s'infiltre entre les lignes et la place très bien pour tromper Cordaz. Le deuxième but, bah, c'est un tapin. Il n'y a Mm. pas, y a pas à se cacher. C'est 75% du mérite du but revient à Théo. Mm. Mais cependant, si j'ai revu le replay, Ibrahimovic fait quelque chose de très bien dans le sens où il feinte le défenseur à rentrer à intérieur pour le marquage. Mm. Donc le défenseur s'en va et Ibra se re-range plutôt côté du but. Comme ça, il se démarque. Il se démarque avec cette feinte. Ouais. C'est un mouvement d'attaquant. Son expérience lui permet de tromper les défenseurs comme ça. Donc encore une fois une belle performance du Suédois. Il a couru plus que contre Bologne la semaine dernière. On l'a vu. On l'a même vu. On l'a même vu un peu saoulé de devoir sortir à la place de Mandzukic. Mm. On aurait peut-être aimé voir un petit triplet, mais bon, il reste encore le temps de faire cela. Même dès la semaine prochaine, quand l'aspect tient, on pourrait bien voir une performance similaire. Donc voilà, c'est un match sérieux plus que sérieux du Suédois et je suis très content de son rendement. Ensuite, pour mon deuxième joueur, j'aimerais mettre Théo Hernandez. Mm. Théo Hernandez qui fait encore une fois, comme la semaine dernière, je l'avais mis dans mes flops pour le match contre Bologne. Cette fois, c'est un top puisqu'il était très très actif, que ce soit en phase offensive. Voilà, on l'a vu beaucoup plus vif, beaucoup plus intéressant. Il a varié ses courses, contrairement à la semaine dernière où c'était toujours la même course intérieure depuis le milieu de terrain. Cette fois, il a centré, on l'a vu se proposer très bien. Donc, il crée pratiquement à lui tout seul le deuxième but avec une très belle accélération sur laquelle il trouve Zlatan Ibrahimovic. Voilà, et même dans les retours défensifs, je l'ai senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus près. Donc, c'était une très belle performance de la part du Français qu'on aime revoir en forme. C'est parce qu'on sait que c'est un joueur exceptionnel et quand il est dans sa meilleure forme, il est absolument inarrêtable. Mon top 1, donc, bah, ce sera du coup Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu qui rentre et tout de suite, c'est deux passes décisives. Ouais. Voilà. La première passe, c'est sur un corner. Enfin, on retrouve notre tireur de corner notre tireur de corner de coup franc qui sait exactement où les mettre. Tout de suite, ça fait mouche sur la tête de Rebic. Je suis super content de pouvoir enfin, parce que voilà, quand on avait Tonali encore, on se disait que ça pouvait toujours rentrer parce que Tonali est aussi un excellent tireur. Mais voilà, Zlatan Ibrahimovic, sur ce match, par exemple, il tire un coup franc, ça finit dans la tête d'un mec dans le mur. Donc, je suis très content qu'on puisse enfin, que sur les coups de pied arrêtés, on puisse enfin être serein que soit ça va finir dans les buts, soit sur la tête de quelqu'un. En tout cas, c'est dangereux. Et ensuite, sa deuxième passe décisive, voilà, c'est sur une récupération. Alors, je ne suis plus sûr si c'est une récupération de Meïté ou de Kessié au milieu de terrain. Voilà, ça part tout de suite en vitesse. Hakan très intelligent sur le rebond de la frappe d'Ibrahimovic, de retrouver derrière Ante Rebic
pour lui permettre de faire cette demi-volée très, très bien mesurée. Donc voilà, il a complètement dynamisé le jeu quand il est rentré. Si je me souviens bien, la saison dernière contre la Spezia, c'était la même chose. Hein. Il rentre sur le terrain après avoir débuté sur le banc et là, Milan se réveille tout de suite. Donc voilà, c'est un peu, on peut pas être plus content de le retrouver. On voit bien que le Covid, ça l'a pas du tout affecté et qu'on retrouve notre maestro du milieu de terrain. C'est ça, pas de round d'observation pour Hakan Çalhanoğlu dans ce match. Adri, donne-nous tes tops, s'il te plaît. Alors, je suis quasiment d'accord avec Diego. J'ai mis Akan, moi, en top 3. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, Diego. Il a complètement débloqué le match. Il a été très, très bon. Par contre, voilà, moi, en deuxième, j'ai mis Ante Rebic en deuxième position. Il a fait un match énorme, j'ai trouvé. Peu de déchets. Pour ma part, j'ai trouvé. Après, j'ai vu que sur les réseaux, on pouvait lui reprocher un peu de déchets sur ce match. Moi, je n'ai pas forcément trop trouvé. Un doublé. Donc, ça va le remettre en confiance parce je pense qu'il avait besoin de marquer. Mais ouais, j'ai trouvé, moi, très intéressant sur le couloir gauche. Puissant, technique, rapide aussi. Plusieurs fois très bien lancé par Meïté, d'ailleurs, qui a fait un bon match aussi. Hein. Je ne le mettrai pas dans mes tops, Meïté, mais il a fait un très bon match. Ouais, de mieux en mieux. Plusieurs fois, Meïté a fait des petits décalages pour Rebic dans la profondeur. Pareil avec Théo. Plusieurs fois, il joue avec Rebic en 1-2, choses comme ça. Ça a très bien marché le côté gauche sur ce match. Donc pour moi, Rebic en 2 et en premier, Zlatan. Hein. Doublé aussi. Il rentre dans la légende tout à l'heure, comme je disais, un peu plus dans sa légende, du moins. Donc voilà, pour moi, ce sera un top 1 pour Zlatan. Très bien. Vos flops maintenant, messieurs, si vous en avez. Adri, je vais te laisser commencer pour tes flops. J'en ai qu'un. Ça va être Salmakers. J'ai trouvé que c'était celui qui a le moins apporté en fait du 11 de base. J'ai trouvé tout le monde globalement très bon, enfin bon, voire très bon. Mais c'est vrai que Salmakers, il n'a pas apporté grand chose. Beaucoup d'imprécisions dans ses passes, dans ses dribbles, dans ses duels. Je ne suis pas sûr qu'il ait gagné un duel. Alors il a peut-être dû en gagner un ou deux, mais pas plus. Mais beaucoup d'imprécisions à l'image du centre totalement raté où il regarde la pelouse à un moment donné pendant le match. C'était un match compliqué. Après, voilà, il était aussi, il était blessé. Il n'a pas joué bien longtemps. Il n'a pas joué bien longtemps non plus. Donc ouais, non, c'est pas une bonne prestation pour le Belge. Castillero, était un peu meilleur que lui quand il l'a remplacé. Donc non, pour moi, j'ai qu'un et c'est Salmakers. Très bien. Diego, tu es d'accord avec Adri ou tu as peut-être un autre nom en tête ou d'autres noms? Oui, moi, de mon côté, j'ai 3 flops. J'ai réussi à en faire 3. D'accord. Donc, en troisième position, Samuel Castillejo. Voilà. J'aimerais aussi clarifier que personne n'a fait un match désastreux, loin de là. C'était des performances au minimum correctes. Voilà. Ouais. Mais voilà, Samuel Castillejo, il est rentré à la 45e minute, je suppose, pour éviter que Saelemaekers prenne un rouge, parce que ce serait la 3e fois depuis qu'il est arrivé à Milan. On aimerait éviter. Donc oui, Castillejo qui entre à la 45e minute, il n'a pas apporté grand-chose. C'est pas, voilà, on le sait tous que c'est un joueur limité. Au fil du temps, il s'est stéréotypé. Et voilà, c'est plus un joueur qui apporte grand-chose à l'équipe. Le problème de l'aile droite reste et restera un problème tant que le mercato prochain sera arrivé. Je vois certaines personnes qui pensaient que une arrivée possible de Florian Thauvin n'apporterait pas grand-chose, mais franchement, comparé à Samuel Castillejo, franchement, on peut pas. Voilà, Florian Thauvin serait un saut de qualité, même si c'est pas le meilleur joueur de la terre. On peut que se réjouir qu'un ailier droit confirmé arrive à Milan. Ensuite, en deuxième position, j'aimerais mettre Rade Krunic. Voilà, on l'a dit et redit. Il a que joué quelques minutes, mais on l'a dit et redit. Voilà, qu'est-ce qu'il fait toujours dans notre club? C'est première perte de balle. On ne peut plus se permettre de faire jouer ce joueur. Je veux bien que, par exemple, normalement, c'est Meïté et Tonali qui doivent être dans la rotation. Blessé, Benasser a été blessé, donc c'est pour ça qu'il a eu du temps. Oui, il est rentré. Bien sûr, il est rentré, mais voilà, c'est pas. Je commence à avoir mes doutes sur pourquoi il est toujours là. C'est un joueur qui n'apporte rien, qui n'a pas d'énormes qualités. C'est un joueur que je n'apprécie pas et que très peu de gens, je pense, dans la communauté milanaise apprécient. Il apporte rien. Donc, voilà.
Même son poste, il est très confus. Il a eu des bonnes prestations en 10, mais parfois non. En 6, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il est plutôt fait pour jouer en mezzala dans un milieu à C'est 3. ça, c'est un joueur, en fait, comme tu dis, c'est un joueur qui va pas du tout avec le système de jeu de Pioli. Du coup, à chaque fois, il comble les trous de par les absences, les blessures, etc. Mais tu as l'impression qu'il est jamais au bon endroit, au bon moment, qu'il n'est pas, en fait, dans les meilleures dispositions. Il essaie de remplacer quand un Hakan ou un Brahim n'est pas là, donc on le met au milieu offensif. On l'a déjà vu aussi à gauche quand il manquait du monde à gauche. On l'a vu dépanner à la place d'un Tonali aux côtés de Calabria en 6. Mais en fait, dans ce système du 4-2-3-1, comme tu dis, il est peut-être plus adapté à un 4-3-3 pour le coup, ce joueur. Mais dans le 4-2-3-1, il est jamais placé à son aise et donc il est médiocre partout, quoi. Ouais, ça se voit, il est perdu. Il n'a pas ses repères dans cette équipe et dans cette formation. Donc voilà, c'est pas, je lui en veux pas particulièrement. Voilà, Ouais. c'est Et ton pas, premier il n'y a joueur, pas eu du de coup? vrai. Je suis pas déçu de lui, mais voilà, c'est mon deuxième flop. Premier joueur, bah, du coup, je vais être d'accord avec Adri, c'est Alexis Saelemaekers. Voilà, c'est un bon joueur. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je l'apprécie. Mais dans beaucoup d'aspects du jeu, il est limité. Il a beaucoup de limites. Ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est sa grinta, sa combativité, sa capacité. Il s'arrête jamais de courir. Ça c'est sa principale qualité, je pense, c'est qu'il est, voilà, il court tout le match, il fait les retours défensifs. Ça, on peut pas lui l'enlever. Mais après, en phase offensive, bon, comme tu l'as dit, Adri, son centre qui allait rejoindre le parking du stade, bon, on en parlera, on va en reparler, mais voilà, c'est pas le meilleur joueur du monde. Moi, je pense que c'est un joueur qui est, voilà, c'est un joueur qui est fait pour être remplaçant, selon moi. C'est un peu le profil du remplaçant parfait. Donc, il faudra recruter à ce poste-là un jour. Et moi, enfin, il va sûrement rester. Et moi, je serais content de le voir rester. Mais pour moi, à long terme, ça peut pas être le titulaire dans cette équipe. C'est un joueur que j'apprécie, mais voilà. Sur ce match, il nous a pas grand épaté. Il était souvent dans l'axe. Du coup, il y avait un trou à droite et Calabria, il pouvait pas vraiment occuper tout le temps l'espace, sinon il se faisait prendre sur les retours défensifs. Donc voilà, c'est mon flop numéro 1 pour ce match. Très bien. Et ben, on va refermer du coup ce sujet autour du match pour nous consacrer comme d'habitude au débat du jour. Cette semaine, j'ai vu pas mal de sujets à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, d'où ce débat. Qui de Rebic ou Léo doit être titulaire à gauche sur la phase retour? Parce que si jamais les deux joueurs venaient à être disponibles tout au long de la saison, il va bien falloir qu'il y ait un titulaire et un remplaçant, peut-être un qui aura davantage de temps de jeu en Serie A en vue de jouer le Scudetto, l'autre pour l'Europa League le jeudi. Lequel des deux voyez-vous titulaire sur le flanc gauche, Adri? Alors déjà, avant ça, je vais faire un petit point statistique. Très Avant, bien. alors juste, je parle que de la série. Rebic, c'est 14 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. Et Léao, vous allez voir, c'est quasi similaire. C'est 17 matchs, 5 buts, 5 passes décisives, pardon. Sachant que Rebic, faut noter, il a quand même manqué 7 matchs cette saison par rapport déjà au coude. Si je dis pas de bêtises, il était blessé au niveau du coude. Oui. Après, il a eu une autre blessure à la jambe, je ne sais plus du tout. Là, peut-être que je dis une bêtise. Mais après, il y a eu le Covid aussi. Donc voilà, il était absent à 7 matchs au total. C'est vrai que c'était compliqué pour moi de choisir, mais pour moi, je vais mettre Léo plutôt en titulaire. Pourquoi? Parce que déjà, quand Rebic a été absent, donc on a un peu donné le côté gauche à Léo. Et c'est vrai personnellement, j'ai découvert un autre Léo. C'est vrai qu'on reprochait d'être nonchalant, choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec la période d'absence de Rebic, il est monté de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on l'a vu décisif dans les grands matchs comme dans les petits matchs. Et on voit au final qu'il est très important sur le côté gauche. Sachant que c'est un joueur qui est très rapide, très bon techniquement. Et je trouve que moi, de match en match, il est de mieux en mieux. Là, on l'a encore vu sur ce match-là face à Crotone. Une bonne qualité de passe sur ce match-là, j'ai trouvé, de la part du Portugais. Après, c'est qu'à côté de ça, Rebic sur ce match-là, c'était d'autant plus compliqué parce qu'il met quand même un doublé sur ce match-là. Donc forcément, c'était plus compliqué. Mais pourquoi Rebic, je le mettrais sur le banc? Parce que pour moi, ça, c'est un joueur, tu le fais rentrer, il va apporter quelque chose systématiquement de par le fait qu'il a une grosse grinta, ce joueur-là. C'est un mec qui est couillu, hein. Pardon l'expression, mais voilà. Et voilà, tu sais qu'il peut t'apporter quelque chose sur les petits espaces, sur des 1-2, choses comme ça. C'est vrai que ce soit alors pour l'Europa League, d'où en plus Aogué n'est plus convoqué
en Europa Europa League. League. Donc c'est vrai que pourquoi pas le jouer avec Rebic en Europa League sur le côté gauche et avoir un Léo en Serie A dans le 11. Mais voilà, pour moi, ce serait Rebic en remplaçant et Léo en titulaire. Rebic, l'avantage de quand il joue, si jamais il rentre, c'est surtout qu'il joue beaucoup avec son physique et c'est un joueur qui, quand tu es défenseur droit, défenseur centre droit et que tu viens de jouer, je ne sais pas, 65 minutes face à un Léo qui t'a bien essoufflé à te faire courir avec des points de vitesse et des dribbles, derrière, tu arrives à 70e pendant 20 minutes, tu as un Rebic à jouer avec le physique qu'il a et la vitesse parce que ça reste un joueur qui va très vite. Ouais. Je pense que c'est loin d'être une partie de plaisir de jouer Rebic sur les 20 dernières minutes quand toi, tu t'es déjà fait cramer 70 minutes avec Léao et que derrière, tu as un joueur comme Rebic qui arrive. Adrien. Ouais, et puis, enfin, faut pas oublier non plus que quand il arrivait à Milan, il sortait du banc à une période, et c'est vrai qu'il plantait à chaque fois qu'il sortait du Ouais. banc, il plantait, et ça, c'est clairement en fait un mec qui peut être vraiment un super sub en fait pour l'équipe. Alors, pas en remplaçant parce qu'il est mauvais, loin de là, c'est un très très bon joueur, mais honnêtement, c'est juste pour en fait ramener un autre bon joueur en fait en sortie de banc, parce que clairement pour moi, il a les épaules pour être vraiment un très très bon super sub et un titulaire à côté de ça en Europa League ou en coupe, pourquoi pas aussi. Diego, qu'est-ce que tu en penses, toi? Lequel des deux doit être titulaire? Écoute, tout d'abord, j'aimerais clarifier que c'est deux joueurs très bons et très différents aussi. Cependant, pour moi, en tout cas, surtout en Serie A, le titulaire devrait être Ante Rebic. Pourquoi? Déjà parce que c'est un joueur, voilà, physiquement, il est plus imposant. C'est un joueur qui libère également Théo Hernandez sur le côté gauche, et ça, c'est, je pense, un des trucs les plus importants. Léao, même s'il n'est plus aussi nonchalant qu'on a pu le dire il y a une époque, maintenant, il n'est pas tant enclin à faire les retours défensifs que fait Rebic. Et ces retours défensifs, souvent, ils permettent à Théo de se libérer sur le côté gauche et de fournir les prestations qu'il nous fournit offensivement. Voilà, où il fait des percées, où il peut se permettre d'attaquer et d'aller chercher le danger devant. Donc, Ante Rebic est un joueur aussi très décisif. Hein, il sait finir facilement. On l'a vu sur ce match, il marque 2 buts. Le premier, bon, c'est un but de la tête, et le deuxième, c'est une très belle volée, très bien équilibrée sur une passe d'Akan. Voilà, il apporte beaucoup, les deux apportent beaucoup, mais j'ai quand même une préférence pour Rebic puisque c'est un joueur qui je trouve, est plus adapté au modèle de la Serie A. C'est un joueur plus efficace, je trouve. Donc voilà. Après, Léao, c'est aussi un excellent joueur et il peut apporter dans certains matchs plus compliqués avec des attaquants, des défenseurs moins vifs. Voilà, Ouais. Léao, il fait des ravages. Dans les matchs plus compliqués, j'ai l'impression où tu as besoin de plus souffrir, par exemple. C'est deux joueurs très bons, mais j'ai quand même une préférence pour Rebic. C'est un profil qui, je trouve, est plus adapté à Serie A. Et je pense aussi d'ailleurs que Léao peut se faire plus plaisir en Europa League. Voilà, on a vu à Aougué comment il se réveillait en Europa League, comment Diogo Dalot aussi parfois a pu jouer beaucoup mieux. Je pense que l'Europa League favorise plus ce type de profil, voilà, plus créatif, plus enclin à aller chercher le dribble et la confrontation en inverse. Donc voilà, je reste sur la préférence de Rebic en Serie A. Bah, moi, je vous rejoins un peu tous les deux et je pense que c'est davantage en fait un aspect que doit d'ailleurs approfondir Pioli, c'est de ne pas se contenter à en choisir l'un ou l'autre, mais plutôt par rapport à l'adversaire, de choisir le bon profil. Vu que c'est deux profils très différents et c'est une force du coup pour Pioli d'avoir, on va dire, deux profils qui peuvent s'adapter à telle ou telle défense, je pense qu'un Leao aura plus d'espace et aura plus l'opportunité d'être décisif dans des petites rencontres face à des adversaires avec peut-être des défenseurs moins rapides, peut-être un peu plus stressés par l'enjeu du match. Et à l'inverse, un Rebic peut vraiment apporter un soutien défensif, comme tu l'as dit. Ses qualités physiques aussi dans des matchs un peu plus durs à jouer physiquement face à des Napoli, face à des Inter de Milan, etc. Et je pense que c'est là-dessus que doit plutôt s'appuyer Pioli lorsqu'il faut choisir lequel de ces deux joueurs de débuter. C'est plutôt par rapport, et là aussi, c'est ce qu'on reproche un peu à Pioli, de toujours mettre son 4-2-3-1, peu importe l'adversaire, bah de plutôt regarder un peu le style de jeu de l'adversaire et en fonction du défenseur droit ou de la défense, si c'est une défense à 3, une défense à 5, et bah mettre un joueur créatif comme Léao ou alors un joueur physique avec un volume de jeu un peu plus important comme Rebic pour essayer que le joueur soit le mieux possible dans ce match. Donc je pense vraiment, après je ne sais pas si aussi
notamment Leao qu'on a vu de temps en temps sur le couloir droit, enfin, sur l'aile droite, pardon, peut jouer à ce poste-là quand on voit un peu les lacunes de Castillo et plus récemment Salmakers. Mais je pense qu'il faut quand même se contenter de ces 2 joueurs à gauche. Moi, contrairement à vous, je ne pense vraiment pas qu'il y ait vraiment une urgence absolue sur le poste de droit. Je trouve que Salmakers, même s'il met un peu plus de temps à revenir, mais ça, c'est comme pour tout joueur. Il a été blessé longtemps, ensuite il a pris une suspension très vite, donc il n'est pas encore revenu, un peu comme un Romagnoli. Voilà, il faut lui laisser aussi le temps de revenir, Salmakers, sachant qu'il est très jeune. Il n'a pas l'expérience de Romagnoli, il n'a pas connu une dizaine de blessures dans sa carrière non plus. Donc je pense que c'est des joueurs, il faut leur laisser le temps de revenir. Mais en ce qui concerne Leao et Rebic, pour moi, je ne prends pas de parti. Je pense vraiment que c'est à Pioli de choisir le meilleur joueur pour le meilleur match. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires lequel de ces 2 joueurs vous pensez qui a le plus sa place sur l'aile gauche, et notamment lors de la prochaine rencontre face à Spezia le week-end prochain. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour vos interventions, Adri et Diego. Je vais faire une petite aparté pour vous présenter du coup le nouveau format qui débarquera mercredi, qui s'appelle l'Aperitivo sur Twitch, en partenariat avec nos amis et nos aînés de Solo Milan. Donc vous pourrez découvrir l'Aperitivo, qui est une émission dédiée à l'histoire de notre magnifique club, un mercredi sur 2, donc une émission bimensuelle. Nous vous donnerons rendez-vous en live et en replay le lendemain sur notre chaîne YouTube Milan Actu, où vous avez l'habitude de regarder nos débriefs de match avec Nostro Milan. Voilà, ce sera des débats pendant 1 heure sur un sujet qui a fait l'histoire de l'AC Milan. Vous pourrez interagir avec nous pendant l'émission, poser vos questions, donner votre avis. Ce sera le mercredi de 21h à 22h. Abonnez-vous du coup à notre chaîne Twitch, activez la cloche des notifications, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez retrouver des commentaires des spécialistes pour des sujets de l'histoire plus ou moins récentes, mais on vous promet une émission vraiment de qualité. Donc merci à vous en tout cas de nous suivre dans cette belle année que l'AC Milan nous propose. L'AC Milan qui est encore une fois leader à la fin de cette journée de championnat et qui s'envole peut-être vers un 19e Scudetto, si je ne me trompe pas. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, messieurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine face à la Spezia. Ciao! Ciao les gars! Salut à tous!